La défi vaudra des milliers de milliards à l'avenir. Ce n'est qu'une question de temps et de comment nous y arriverons. Comment brisez-vous ces barrières et faites-vous avancer les choses, en particulier entre les systèmes financiers et les systèmes sociaux? Nous avons des systèmes de crédit numérique pour l'évaluation du crédit et la finance numérique depuis des décennies maintenant, mais nous n'avons toujours pas d'évaluation du crédit sans frontières. Lors d'un déménagement dans un nouveau pays, on repart de zéro. Stani Kuleshov est un entrepreneur et un pionnier dans l'innovation de la blockchain, la finance décentralisée, la DeFi et l'avenir des économies numériques. Il est le fondateur de Aave Labs, une plateforme de prêt décentralisée sur Ethereum qui construit la technologie Agnostique par rapport aux actifs traditionnels ou à ces cryptoactifs. Et c'est effectivement ce qu'est la DeFi. Et nous pensons qu'elle va devenir la colonne vertébrale de toute la finance. La DeFi est la meilleure chose qui soit pour l'inclusion financière parce que elle crée un Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsée par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission l'une des plus grandes personnalités de la finance et de la finance décentralisée au monde, ainsi qu'un innovateur qui a fait avancer notre vision du lien entre les systèmes financiers et leur intégration avec la blockchain. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette série Stani Kuleshov, un entrepreneur, pionnier de l'innovation blockchain, de la finance décentralisée, DeFi et du futur des économies numériques. Il est le fondateur du célèbre protocole Aave Labs, une plateforme de prêt décentralisée sur Ethereum qui utilise des contrats intelligents et des pools de liquidités pour fournir des fonds aux emprunteurs. Aave est le plus grand protocole DeFi en termes de valeur totale verrouillée, avec plus de 38 milliards de dollars, et a également développé le Family Wallet, un portefeuille crypto-mobile lancé fin 2024 pour offrir aux utilisateurs un accès plus facile aux applications Web3. Aave est devenue l'une des plus grandes plateformes DeFi en termes de valeur totale verrouillée. Elle propose des prêts flash permettant d'emprunter sans garantie si le prêt est remboursé en une seule transaction. La plateforme possède un jeton natif appelé Avi pour la gouvernance et le staking, et Avara, la société mère d'Aave Labs, a créé le protocole Ava ainsi que le stablecoin Avnet Go et Lendchain, le réseau de couche 2 haute performance de Social Fee. En ce qui concerne le fondateur, Stanley Oum est une personnalité de premier plan dans le monde de la blockchain, de la crypto et de la DeFi. J'ai commencé à développer des protocoles blockchain en étudiant le droit à l'Université d'Helsinki, où j'ai obtenu un master. J'ai créé UTH Land en 2017, une plateforme de prêt pair à pair qui a été l'une des premières applications DeFi largement utilisées et a levé 16,2 millions lors d'une offre initiale de jetons initial, ce qui est ensuite devenu Aave. Stan est un investisseur actif et un mentor dans l'univers de la DeFi et il soutient des projets comme Dido, Mapo et Pull Together. Stani Kuleshov, tu es une légende dans le monde de l'entrepreneuriat et un pionnier de la blockchain et une grande partie de ton travail a réellement apporté de l'innovation technologique à la blockchain. La finance centralisée est l'avenir des économies numériques. Donc, si je remontais quelques décennies en arrière et ensuite de fil dans le monde, est-ce que tu t'es déjà vu faire ce que tu fais maintenant et quels ont été probablement certains des éléments qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? Oh oui, probablement. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai toujours été passionné par les ordinateurs et par Internet. Et tu sais, là, à la fin des années 90, on a eu notre premier ordinateur avec une connexion Internet que mon père nous a apporté. Donc, c'était comme un accès direct à Internet et à l'information. Donc, la première vague d'Internet, c'était beaucoup à propos de l'information et de l'accès à l'information. Tu n'avais plus besoin d'apprendre seulement à l'école, auprès de tes parents, de tes amis ou de ton entourage, mais tu pouvais vraiment accéder à n'importe quelle information dans le monde de façon démocratique et tu pouvais interagir avec beaucoup de gens à distance.
Donc, pour moi, en quelque sorte, grandir en ligne m'a aussi aidé à adopter certains de ces langages de programmation et à devenir plus. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec la programmation en débutant par la création de pages web, à me tourner vers les applications web et ensuite, plus tard, vers la fintech et maintenant, enfin, il y a 7 ans, vers la blockchain. Donc, la technologie a toujours fait partie de ce que j'ai toujours fait en grandissant. Donc, naturellement, j'aime la tech et vous savez l'aspect de démocratisation qui va avec. Donc, d'une certaine manière, j'ai toujours pensé que je construirais des choses intéressantes en ligne. Mais oui, je ne le savais pas. Nous avons construit un protocole financier décentralisé qui a commencé comme une expérimentation et qui a fini par devenir aussi grand qu'avoir 43 milliards de dollars d'actifs déposés dessus, ce qui est, c'est un sacré accomplissement, même si la finance décentralisée ou la DeFi n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du système financier et des services financiers dans leur ensemble. Donc, je ne m'attendais pas à être ici, non, mais je profite vraiment du voyage. Oh, c'est incroyable et c'est merveilleux que tout ait commencé avec votre père et cette relation. J'aime toujours voir les moments qui servent de catalyseur à ce que vous accomplissez. Donc, vous avez un parcours fantastique et je suis un grand fan de la Finlande. Donc, j'aimerais parler de la Finlande. Donc, après avoir étudié le droit à l'Université d'Helsinki, où vous avez obtenu un master en droit, et pendant vos études, vous avez travaillé avec plusieurs cabinets d'avocats, puis alors que vous étiez encore étudiant, vous avez fondé Ethland, qui était l'une des premières plateformes de prêt pair à pair sur la blockchain Ethereum en 2017. Il faut voir que c'était le début de tout. Donc, à partir de cette première création, avant de fonder Aave, parlez-nous un peu de ce parcours, du droit à la création d'une plateforme de prêt décentralisée, pair à pair, et puis bien sûr aux grandes vagues d'Aave. Oui, l'une de mes premières startups, c'était liée à la fintech. Donc, à l'époque, vous savez, en 2015 et avant, nous avions ce genre de, je dirais, comme une sorte de boom du financement participatif et du prêt pair à pair qui se produisait dans la fintech. En général, toute cette idée d'économie de marché, d'économie, était en pleine croissance et j'étais intéressé par l'aspect de fintech. Donc, comment nous pouvons créer des produits financiers, augmenter l'accès au financement, financer des opportunités plus intéressantes et nous avons vu beaucoup de prêts devenir numériques, pas seulement les prêts traditionnels sur papier. Et l'une des idées que j'avais était de créer une plateforme pour le financement les entreprises, et ben, en termes de financement, de facture, d'affacturage, mais permettre aux investisseurs d'investir réellement et d'acheter des fractions de ces opportunités d'investissement avec des enchères sur le marché ouvert. Donc, à ce moment-là, moi, j'abordais vraiment ça d'un point de vue purement technique, produit. Je n'avais pas. C'était en gros avant l'université et beaucoup de régulations sont arrivées à ce moment-là dans le secteur. C'était un peu difficile à gérer parce que beaucoup de ces régulations freinaient l'innovation et créaient beaucoup de complexité autour de la création de produits fintech et du développement de ceux-ci avec une petite équipe. Donc à ce moment-là, quand je terminais mon produit, beaucoup de régulations sont entrées en vigueur. C'était vraiment difficile avec une petite équipe, en fait, et par petite équipe, en fait, je parle d'une équipe d'une seule personne, n'est-ce pas? C'est pas de réellement construire et rivaliser avec ces startups à croissance beaucoup plus rapide. Et aussi, je viens de Finlande, donc le capital est un peu plus rare que dans le reste de l'Europe et surtout comparé aux États-Unis. Donc à ce moment-là, mon plan était toujours d'aller à l'université et d'étudier l'informatique. Et en plus, à la dernière minute, j'ai décidé que je voulais en fait étudier le droit et apprendre beaucoup sur, vous savez, les règles et, eh bien,
essentiellement les règles de l'économie et l'aspect commercial et simplement développer ces domaines parce que je créais déjà des applications depuis quelques années et cette partie-là était déjà vraiment évidente pour moi. Donc, je ne voulais pas aller étudier l'informatique et apprendre les bases comme, vous savez, comment configurer une base de données MySQL ou Postgres et comment connecter votre base de données. J'avais l'impression que ce serait trop pour moi. Ouais, j'ai voulu apprendre quelque chose de nouveau car c'était une perte de temps à ce moment-là. À la fin de mes études, j'ai commencé à mettre plus d'énergie dans les technologies émergentes qui apparaissaient. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique étaient des sujets qui me passionnaient énormément. Et la blockchain en était une autre. Et quand je suis tombé sur Ethereum et que j'ai commencé à en lire davantage, j'ai réalisé que c'était vraiment intéressant dans des environnements où l'on pouvait essentiellement créer des applications qui peuvent exister pour toujours et dont les règles peuvent être modifiées. Et naturellement, ma réflexion était que c'est parfait pour réduire les intermédiaires et réellement créer des applications financières plus accessibles, transparentes et tout simplement plus efficaces. C'est ainsi que ETHLAND est né, une abréviation pour prêt Ethereum. L'idée était que vous prêtez et empruntez facilement sur la blockchain en utilisant une garantie crypto. C'était à une époque où les stablecoins n'existaient pas. Donc maintenant, beaucoup des emprunts qui se font sur AAV et dans la DeFi se font en stablecoin, et c'était à une époque où les stablecoins n'existaient pas encore. Donc c'était vraiment très tôt, et il y avait peut-être seulement quelques centaines d'applications sur Ethereum, et aujourd'hui, il y a eu des millions d'applications déployées. Donc c'est là que tout a commencé. Et quand nous avons lancé en 2017, beaucoup de gens étaient enthousiastes à propos de ce qu'ils avaient construit et utilisaient le produit. Et nous avons continué à le développer, à l'améliorer et à le faire grandir. Et c'est comme ça qu'on a évolué vers Aave. Donc, Aave est une puissance mondiale. C'est probablement la plus grande plateforme DeFi au monde. Et pendant que nous parlons, nous sommes en juin 2025. Nous avons une capitalisation boursière de 33,44 milliards de dollars et un total disponible de 20 milliards. Donc, Aave a également fait un travail fantastique en rassemblant et en définissant ce qu'est la finance décentralisée, la DeFi. Donc, parle-nous un peu du parcours, donc du peer-to-peer à l'université jusqu'à la création de l'une des plus grandes organisations financières au monde, mais toujours avec une approche très terre-à-terre, ce que j'admire beaucoup dans ce que vous faites, mais avec une quantité massive de technologie et j'aimerais aussi. Je pense que si tu pouvais aussi expliquer, mon audience est assez large. Donc je sais que toi et moi sommes complètement plongés dans la crypto, mais j'aimerais expliquer, je ne sais pas, si je suis un financier dans une banque qui regarde ça, ou un étudiant en Inde dans une grande université, ou n'importe quelle université qui peut comprendre comment tout a commencé, ce que vous avez essayé, comment on a commencé et où on en est aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Et quand tu penses à ce qu'est Aave, tout d'abord, on l'appelle le protocole Aave. Et la raison, c'est que c'est simplement un ensemble d'algorithmes qui fonctionnent d'une manière spécifique pour essentiellement connecter des paires pour faire quelque chose de spécifique ensemble. Et dans Aave, c'est essentiellement fournir des actifs cryptographiques ou des actifs numériques ou de la crypto, peu importe comment tu veux l'appeler, dans le protocole pour pouvoir gagner. Et tu peux aussi emprunter contre ce que tu as fourni. Donc, tu as en gros du crédit contre ton portefeuille, ce qui fait que tu n'as pas besoin de vendre ton portefeuille. Donc, 70% des utilisateurs, eux, ils fournissent simplement des actifs dans le protocole et cela peut être des stablecoins. Puis s'ils gagnent des intérêts qui peuvent être plus élevés que dans d'autres plateformes traditionnelles, et puis 30% empruntent aussi la liquidité et c'est là que le taux d'intérêt est généré. Et les stablecoins sont simplement, par exemple, comme des dollars que vous pourriez voir sur un compte bancaire, mais au lieu d'être, disons, des dollars sous une forme traditionnelle numérique, ils sont en fait sur la blockchain
Et c'est un peu l'idée ici. Donc, les stablecoins sont utilisés pour gagner des intérêts et y accéder, et ces intérêts dans la finance en général, et cette finance d'intérêt dont fait partie Obvious, c'est simplement une terminologie qui décrit ce que sont ces protocoles en fonction des propriétés qu'ils possèdent. Et ces propriétés sont par exemple la transparence. Beaucoup de protocoles DeFi sont construits sur des blockchains publiques comme par exemple Ethereum ou sur ce qu'on appelle des L2 qui sont construites au-dessus d'Ethereum, qui offrent plus de scalabilité. Et puis, il y a aussi l'immutabilité ou la gouvernance. Les smart contracts vous permettent de créer des systèmes immuables, des fonctions où, disons, si vous codez certaines choses dans un programme, cela restera toujours ainsi, ou cela peut être gouverné par une gouvernance par jeton, par exemple. Il existe donc des règles spécifiques sur la façon dont la courbe des taux d'intérêt peut changer, ou quels actifs peuvent être utilisés comme collatéral, ou quels stablecoins peuvent être utilisés pour générer des revenus, des intérêts, par exemple. Et puis, le smart contract permet aussi un accès sans autorisation, donc n'importe qui peut y accéder. Donc, c'est une répartition démocratique et équitable de ces primitives financières. Et puis, il y a un nouveau concept appelé Real World Assets, qui est essentiellement en examinant les actifs traditionnels, ce qu'on appelle les actifs du monde réel, comme nous les appelons dans notre domaine, et en les reflétant sur la blockchain. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un fonds monétaire traditionnel qui est géré par BlackRock et ils ont aussi ce fonds sur la blockchain. Tout comme vous pouvez utiliser vos actifs cryptographiques comme garantie, vous pouvez faire de même avec les actifs traditionnels en utilisant la même technologie. Donc, nous avons développé une technologie qui est indépendante des actifs traditionnels ou de ces actifs cryptographiques. Et c'est effectivement ce qu'est la DeFi. Et nous pensons que cela va devenir la colonne vertébrale de toute la finance. Donc, là où nous avons vu le système financier passer des tablettes d'argile, écrire des transactions, utiliser des tablettes d'argile comme registre, vers le papier il y a des dizaines de milliers d'années. Puis, ces dernières décennies, il est passé au support numérique. Et maintenant, il passe à un support basé sur la blockchain, où chaque transaction prend son temps. Cela peut être lent, mais en même temps, chaque nouveau support crée de nouveaux types de propriétés également. Et vous savez, le numérique permet à tout le monde de lire des informations partout dans le monde, d'accéder instantanément à l'intervention, instantanément. Et la blockchain offre la possibilité de sécuriser l'information, d'ajouter de la sécurité, plus de contrôle d'accès, créer plus de programmabilité, plus de transparence. Donc, c'est comme ça qu'on voit l'évolution de la finance. Et à l'avenir, vous pourrez obtenir du crédit via le protocole AAV contre des actifs traditionnels, que ce soit des infrastructures, de l'immobilier, des fonds négociés en bourse, des actions, des crédits privés et ainsi de suite à l'échelle mondiale. Pour nous, quand vous pensez à la façon dont AAV a connu son premier succès, je pense que cela a beaucoup à voir avec le COVID et le fait que beaucoup de gens étaient chez eux pendant les confinements et testaient réellement la DeFi en voyant des taux d'intérêt élevés alors que les taux d'intérêt traditionnels étaient très bas à ce moment-là parce que les banques centrales essayaient de maintenir des taux bas pour stimuler l'économie. Donc, c'était aussi un moment de croissance vraiment mémorable pour Aave. Oui, donc d'un point de vue ingénierie, bah, la blockchain et la finance, ce que vous avez accompli est, je dirais, fantastique. C'est énorme. Un travail final est toujours en cours. Donc, ce que vous apportez, comme vous l'avez mentionné dans votre description, il y a beaucoup de couches. D'abord, la blockchain, les smart contracts intégrés avec la finance, les systèmes, les données, et aussi vous avez intégré, par exemple, en ce moment avec le nouveau déploiement Umbrella, qui étend votre implémentation spécifique aux actifs. Donc, du point de vue du parcours utilisateur,
Et je veux aborder ce sujet parce que c'est l'un des éléments clés qui, selon moi, reste à développer. Et je veux utiliser quelques chiffres tirés d'une récente intervention lors d'un sommet où un directeur de Mastercard a mentionné que la finance décentralisée et les actifs numériques vont atteindre environ 11 000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 11% de l'économie mondiale si l'on considère que le système mondial pèse 100 000 milliards. Système. Donc, votre vision pour AAV a toujours été d'innover en réunissant le meilleur de la blockchain et de la finance, en combinant cela avec une distribution pair à pair pour renforcer les systèmes financiers grâce à des modèles mathématiques. Donc, d'un point de vue interface utilisateur, expérience utilisateur et communauté, je veux aborder ce sujet parce que la communauté est essentielle pour n'importe quel token et votre token est l'un des plus puissants au monde. Alors, comment avez-vous construit cette communauté? Et comme vous l'avez dit, la communauté implique des personnes qui gèrent le token, des personnes qui gèrent le produit et qui font partie de cet écosystème qui est actuellement plus grand que la plupart des banques dans le monde à l'heure où nous parlons. Oui, je pense que l'aspect communautaire est extrêmement important parce que la communauté peut être composée de nombreux membres qui sont en réalité des utilisateurs. C'est ainsi qu'ils deviennent membres de la communauté ou alors ils voient simplement la puissance de la technologie, ses cas d'utilisation et ses applications. Donc la communauté, c'est quelque chose dans laquelle je pense peu de gens veulent vraiment s'impliquer ou investir de l'énergie pour la construire. Mais cela doit en quelque sorte se faire de manière organique, dans le sens où si vous développez un produit qui offre plus d'accès démocratique et crée plus d'opportunités, c'est un endroit pour réellement rassembler une communauté, surtout si c'est une technologie très récente. Donc, je dirais que Aave a beaucoup grandi, mais ce n'est pas encore grand public. Il reste donc un fort potentiel de croissance. Et le chemin est encore très long, pour ainsi dire. Donc, les personnes qui sont des adopteurs précoces, elles prennent ce genre de responsabilités supplémentaires, la barrière expérience utilisateur ou barrière technique, pour venir essayer jusqu'à ce que l'utilisation de la blockchain soit beaucoup plus facile, que la sécurisation des clés soit beaucoup plus facile pour les utilisateurs. C'est pourquoi l'aspect communautaire est vraiment important, mais il agit aussi un peu comme une voie pour votre produit et les membres de la communauté sont prêts à donner plus de temps pour aider à améliorer le produit et le protocole. C'est pourquoi je pense que c'est une valeur tellement sous-estimée qui peut aider le projet dans son ensemble. Alors maintenant, regardons le produit. Je suis un technologue dans l'âme et comme je l'ai dit, la croissance de la DeFi et la croissance de la blockchain vont être l'option massive. Et aussi, dans votre cas, vous touchez le B2B et le B2C parce que les gens peuvent réellement prêter, obtenir de l'argent et faire beaucoup de choses différentes. Donc, concernant la plateforme et le produit, j'aimerais que vous développiez un peu plus sur leur fonctionnement avec une perspective plus large. Je sais que je ne vais pas trop en profondeur, mais j'irai plus loin après, mais j'aimerais cette partie parce que je pense que l'un des défis, même pour moi en tant qu'utilisateur de blockchain, et j'ai créé quelques tokens, donc petit avertissement légal, j'ai toujours fait des erreurs, d'accord? Et quand j'essaye d'utiliser la plateforme, il y a beaucoup de connaissances à avoir parce que, bien sûr, si vous allez sur Revolut ou l'une de ces grandes applications pour faire de la finance, c'est assez simple. Quand on parle de la plateforme comme Hive, c'est encore assez simple, mais il faut passer par beaucoup d'étapes. Donc, j'aimerais voir ces aspects. Comment vous voyez cela? Parce que je pense que c'est le plus grand défi actuellement pour que la DeFi devienne beaucoup plus grande. Parce qu'au final, si on regarde l'économie mondiale, et par exemple, si on regarde l'Afrique où la moyenne d'âge est de 18 ans, et même l'Asie qui est assez jeune aussi. Il y a donc d'un côté la finance centralisée, et c'est une finance centralisée, mais il y a tellement d'aspects. Et l'une des choses que vous avez aussi, c'est un système de récompense qui est incroyable. Vous avez beaucoup de différentes composantes à ce niveau-là. Donc, sur le plan du produit, si vous pouviez développer un peu sur le produit et aussi tout ce que vous souhaitez expliquer sur la vision, présenter la vision future ainsi que la feuille de route. Oui, actuellement, nous avons atteint un point où Aave est le plus grand protocole DeFi. Vous savez, c'est environ toute la part de marché du prêt DeFi.
Aave détient environ 65% de cette part. La valeur totale de tous les actifs DeFi dans Aave représente plus de 20% de la valeur. Et en même temps, donc on a un peu atteint le maximum de la DeFi et on voit aussi de plus en plus d'intégration. Les plateformes d'échange centralisées sont déjà intégrées à Aave ou réfléchissent à comment s'intégrer. Donc il y a beaucoup de cela. Mais je pense que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de faire connaître Aave à un public plus large et trouver comment créer un accès non custodial vraiment sûr pour permettre au grand public d'utiliser le Web3 et utiliser Aave et puis rendre cela aussi simple que n'importe quelle application FinTech. Je pense aussi que beaucoup d'applications FinTech intégreront également Aave. C'est une étape naturelle à franchir. Cela sera très sensé. Et évidemment, le type de staking, le programme est vraiment intéressant parce que Aave dispose d'un système d'assurance intégré qui s'appelle Umbrella. Et l'idée, c'est que lorsque vous déposez des actifs dans le protocole Aave, vous recevez en retour des jetons A. Donc, ces jetons A sont simplement des représentations de vos dépôts dans Aave. Et ensuite, vous pouvez staker ces jetons A pour couvrir le risque du protocole s'il y a une liquidation échouée ou un événement similaire. Donc, c'est un moyen de gagner des intérêts supplémentaires sur Aave. Les dépôts tout en quelque sorte couvrir le risque et offrir de la sécurité aux utilisateurs. Donc, de la même manière que certains réseaux blockchain utilisent le staking pour sécuriser le réseau, le staking d'Aave sert à protéger contre tout type d'événements de déficit qui pourraient survenir au sein du protocole. Fantastique. Donc, une partie de ce que vous venez de mentionner, c'est que vous avez GHO, qui est un nouveau type de jeton stable que vous avez créé. Donc, le GHO sert de garantie auprès d'Aave et vous gagnez des intérêts sur la garantie pendant que vous valorisez le GHO par rapport au dollar américain. C'est un autre point clé, un point essentiel en ce qui concerne la croissance des stablecoins dans le monde entier. Et bien sûr, en tenant compte de votre large audience et de votre grand marché, c'est quelque chose d'important. Alors, parlez-nous un peu de ce stablecoin, de la façon dont vous voyez sa croissance ainsi que sa stabilité et comment vous placez le GHO dans le contexte de votre jeton et dans le contexte du marché plus large de la DeFi qui continue de croître. Ouais, Go est un stablecoin natif d'Aave qui a été lancé par l'écosystème Aave il y a environ un an et demi. Et l'avantage de Go et la raison pour laquelle il a été créé, c'est que les utilisateurs voulaient des taux plus prévisibles sur Aave du côté de l'emprunt, parce que maintenant, les taux sont variables, donc ils sont basés sur le marché selon l'offre et la demande. Évidemment, on peut voir les taux des performances passées et prendre des décisions en fonction de cela, mais l'idée principale de Go est de fournir des taux plus prévisibles qui sont directement gouvernés par l'AVE, organisation autonome décentralisée. Euh, donc, c'est vraiment un gros avantage pour les utilisateurs. Et pour l'organisation autonome décentralisée elle-même, la raison pour laquelle Go est intéressant, c'est que 100 millions de Go rapportent en fait la même quantité de revenus pour l'organisation autonome décentralisée AAV que 1 milliard de USDC seront émis. C'est parce que Go n'a pas de fournisseur de liquidité lorsqu'il est émis directement dans le protocole AAV. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important pour la communauté AAVA, parce qu'ils peuvent obtenir 10 fois plus de revenus et ensuite redistribuer ces revenus dans un autre produit appelé ASCO, qui est un produit d'épargne pur sans pénalité ni période de blocage, auquel vous pouvez accéder ou sortir à tout moment. Donc oui, c'est un peu ça l'idée. Et Go est disponible sur les mainnets Ethereum, Arbitrum et Base, et maintenant aussi en expansion vers Avalanche.
Donc, en ce moment, tu travailles aussi sur l'initiative horizontale Aave. Donc, cette initiative les vise à combler le fossé entre la DeFi, la finance centralisée et la finance et le trading traditionnel. Alors, parle-nous un peu de ça. Et aussi, nous avons permis à des institutions qualifiées d'utiliser des actifs tokenisés comme des bons du trésor et des garanties pour emprunter des stablecoins. Donc, c'est une partie énorme de l'industrie, ce qui, pour les gens qui nous écoutent, équivaut à construire un système bancaire, mais dans ce cas décentralisé, où plusieurs institutions peuvent utiliser l'infrastructure pour créer différents produits et différentes solutions. C'est donc une façon massive, tout d'abord, de voir la croissance de la DeFi, mais aussi de créer beaucoup de possibilités de garantie. Alors, comment vois-tu Horizon Labs, AvLabs Horizon, je vais bien l'épeler, la croissance, et est-ce qu'on va amener cela à l'écosystème financier au sens large? Et Dans certains cas. j'aimerais que vous abordiez certaines études de cas. Parfois, nous en parlons, mais j'aimerais vraiment les approfondir. Oui, non. Horizon est un exemple incroyable parce que la plupart des actifs dans la DeFi, leurs crypto-actifs natifs de base. Donc, vous avez Ethereum, vous avez Bitcoin, on voit beaucoup de collatéralisation et d'autres produits, mais l'idée et leur autorisation, l'idée du marché Horizon est d'utiliser en fait des actifs autorisés qui sont des titres plus traditionnels comme collatéral et de pouvoir emprunter des stablecoins contre eux. Voilà comment fonctionne le marché Horizon. Fonctionne. Et l'idée ici est que nous savons que la DeFi a trouvé son adéquation produit-marché, mais en même temps, nous voyons beaucoup de ces actifs traditionnels arriver sur la blockchain. Un bon exemple est essentiellement le fonds Biddle de BlackRock, qui a déjà dépassé les 3 milliards, mais ce sont des actifs soumis à autorisation. Donc, nous voulons utiliser la même technologie de façon agnostique et l'appliquer aux actifs traditionnels. Horizon commence évidemment avec les actifs qui existent déjà sur la chaîne, comme les fonds monétaires, les bons du trésor tokenisés, mais à terme, nous pouvons monter dans la courbe de risque et introduire des crédits, des fonds, des organisations de crédit, des actions, des fonds négociés en bourse, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et c'est pour cela que c'est une si bonne initiative, car cela introduit aussi un excellent cas d'usage pour les institutions qui émettent ces actifs, ainsi que pour les utilisateurs qui achètent ces actifs et souhaitent emprunter dessus. Un exemple typique, c'est que si vous avez des bons du trésor, vous pouvez les utiliser comme collatéral, mais quelque chose comme Aave fonctionne 24 heures sur 24, même le week-end. Vous pouvez emprunter et rembourser à tout moment. C'est très programmatique. Donc, c'est simplement une meilleure façon de gérer votre portefeuille directement sur la blockchain de manière sécurisée. D'après les études de cas que je pense que vous avez, parce que bien sûr, cela implique énormément de conformité, énormément d'organisation institutionnelle. Je ne sais pas ce que vous pouvez partager, mais j'aimerais voir, par exemple, vous avez des bons du Trésor américains tokenisés qui ont dépassé les 4 milliards de dollars, si vous touchez à certains de ces chiffres, ce qui est très impressionnant. Donc, y a-t-il des secteurs spécifiques que vous visez? Parce qu'au final, on parle de remplacer une grande partie du système financier ou en fait d'innover dans les systèmes financiers et de faire le pont entre les actifs conventionnels et décentralisés. Alors, comment voyez-vous ce croisement, surtout dans les études de cas? Et je pense que certaines choses que vous souhaitez partager juste pour que notre public comprenne un peu mieux ce sujet. Et je suis moi-même également intéressé d'apprendre comment vous construisez l'ingénierie et l'écosystème autour de cela. Oui, je pense que les actifs traditionnels vont être principalement au début des fonds du Trésor et des marchés monétaires, mais je verrai aussi des fonds négociés en bourse être tokenisés, ce qui offrirait également une meilleure flexibilité pour les utilisateurs. Mais le capital investissement et les infrastructures sont aussi de très bons exemples. Donc, vous savez, il y a d'excellentes entreprises qui construisent le futur. Vous savez, il y a Stripe, SpaceX, Neuralink, OpenAI, et très peu de personnes ont accès à ces entreprises pour investir.
Mais la tokenisation pourrait en fait permettre un meilleur accès et créer plus de liquidité pour ce type de produit. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, partout où vous créez un accès supplémentaire pour les utilisateurs afin qu'ils puissent accéder à des opportunités financières qui ne leur étaient pas disponibles auparavant, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi je pense que les stablecoins se développent dans des endroits comme, par exemple, l'Argentine, à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et en fait aussi en Inde, parce qu'ils offrent un moyen très direct d'accéder au dollar. Et la DeFi permet également d'accéder au rendement du dollar. Et les RWA sont un moyen de créer et de développer l'écosystème et de générer plus de demandes d'emprunt, car de nouveaux types de garanties arrivent sur la blockchain provenant du monde traditionnel. Donc, bon, c'est ce que je trouve très intéressant et c'est vers cela que les choses vont évoluer avec les RWA et le marché Horizon. Donc, l'un des plus grands défis que nous voyons lorsque nous regardons la DeFi, c'est l'évolutivité et la régulation. Donc, tu as fait un travail énorme et en plus, tu es avocat, donc tu as toute l'expérience dans ce domaine. Je sais qu'en ce moment, les États-Unis sont beaucoup plus ouverts à la DeFi, enfin, du moins à la blockchain et aux cryptos, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les gouvernements du monde entier s'organisent. Je pense qu'une partie de cela vient d'un manque d'éducation et il y a aussi beaucoup de contradictions dans le système. D'après ton expérience en construisant Aave, et on parle ici de la plus grande plateforme DeFi au monde, mais aussi d'un montant substantiel de transactions financières. Quel a été ton travail pour avancer sur la régulation et mettre en place une plateforme qui coche les cases et qui rassure les gens sur la sécurité et sur la façon d'aborder la technologie, ainsi que sur l'exécution? Oui, j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais, en fait, je pense qu'il ne faut jamais réguler la technologie elle-même. On peut réguler les services autour de la technologie s'il y a vraiment un besoin spécifique, mais la régulation pour la régulation ne fonctionne jamais et crée généralement des frictions et limite l'innovation. Mais je pense que la régulation est utile pour les entreprises qui fournissent des services financiers et qui veulent utiliser la technologie. Dans la plupart des cas, elles sont déjà régulées. Par exemple, les émetteurs d'actifs qui émettent des fonds tokenisés sont déjà régulés en tant que gestionnaires d'actifs et ainsi de suite. Donc, une grande partie de cette régulation existe déjà, mais les contrats intelligents peuvent aussi éliminer beaucoup de ces risques parce que vous supprimez le point central de défaillance des intermédiaires et vous pouvez coder les contrats intelligents de manière à atténuer beaucoup des risques que la finance traditionnelle comporte en réalité. Donc, c'est une approche complètement nouvelle de la finance, des services ou de l'écosystème financier, car beaucoup des problèmes que l'ancienne réglementation cherchait à éviter concernaient un certain de ces défis, par exemple des problèmes avec les dépositaires, une mauvaise gestion des fonds, un manque de transparence. Et la blockchain apporte en fait beaucoup de solutions, car il n'y a pas d'élément de garde. Vous pouvez garder vous-même les fonds. Vous pouvez aussi avoir une transparence totale. Donc, vous pouvez comptabiliser chaque transaction et l'ensemble de l'état du système chaque seconde, pas seulement dans les rapports trimestriels ou annuels. Et tout est traçable, ce que les gens ne savent pas forcément. Mais vous savez, une fois que vous commencez à effectuer des transactions sur la blockchain, chaque transaction peut être tracée. Donc, évidemment, cela crée des défis du point de vue de la vie privée. Et c'est justement sur ce point que beaucoup de personnes travaillent actuellement pour résoudre la question de la confidentialité sur la blockchain. Mais vous avez cette norme ouverte pour des marchés ouverts, ce qui est vraiment important. Et l'accès sans autorisation garantit que tout le monde a accès et est traité équitablement lors des transactions. Donc, la technologie elle-même résout beaucoup de ces problèmes hérités. Et puis, si vous construisez une entreprise de services financiers en utilisant cette nouvelle technologie, vous êtes probablement déjà soumis à une certaine forme de régulation. C'est
la chose la plus importante. Oui, nous allons de l'avant avec ça. Donc, une partie de votre travail a consisté à faire le lien entre la construction de ce système financier décentralisé et aussi des systèmes sociaux. Donc, en ce moment, l'un des écosystèmes à la croissance la plus rapide concerne tous les domaines des systèmes financiers liés aux systèmes de jeux sociaux et à la gamification intégrée, surtout avec les systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi avec les systèmes de récompense. Donc, à partir de ce travail que nous avons mené entre les systèmes financiers centralisés et les systèmes sociaux, je pense qu'au moins de mon point de vue, il y a une grande division entre la façon dont, par exemple, 4,5 milliards de personnes jouent à des jeux quotidiennement. Mais en même temps, lorsque vous regardez la plupart de nos systèmes financiers de base, ils sont encore très pauvres pour soutenir les entrepreneurs, pour favoriser l'inclusion financière. Et il y a aussi un autre aspect qui est celui de l'éducation financière. Donc, à partir de votre travail sur la construction de ces systèmes financiers décentralisés, qui est un travail fantastique d'ingénierie technologique ainsi que de références financières et de systèmes sociaux, je pense que c'est là que se trouve la division. Comment voyez-vous cette division être surmontée et comment cela peut-il avoir un impact particulier sur l'inclusion financière, l'éducation financière et aussi, et là je parle même pour moi-même, je vous donne mon propre exemple. En tant qu'entrepreneur, j'ai fait toutes les erreurs et j'ai même créé une banque dans le passé et j'ai travaillé dans la banque d'investissement. Donc, il y a beaucoup de couches et on se perd dans ces couches et surtout, les systèmes ne communiquent toujours pas entre eux parce que nous avons trop de barrières. Donc, j'aimerais simplement savoir, et dans le cadre de votre succès, comment vous brisez ces barrières et comment vous faites avancer les choses, en particulier entre les systèmes financiers et les systèmes sociaux. Non, il y a définitivement un lien, je veux dire, nous. Vous savez, il y a beaucoup, donc beaucoup de capital financier dans le monde, mais chaque personne possède un capital social, quel que soit son statut financier. Et en grandissant, les gens modifient ce capital social qu'ils ont. Et cela peut être les connexions que nous créons hors ligne ou en ligne, les audiences que nous construisons, par exemple comme ce podcast. Vous avez une connexion avec votre audience, c'est votre capital social. Et aussi, je pense qu'il y a l'aspect identitaire que vous devriez pouvoir posséder votre identité et votre audience et que cela ne devrait pas être juste un chiffre dans une base de données quelque part, vous voyez, qui peut en fait cesser d'exister à tout moment et vous perdriez vos abonnés, votre identité et tout ce que vous avez créé, par exemple. Donc la découverte est aussi très importante, comme découvrir quelles sont les meilleures opportunités financières et ce à quoi on peut faire confiance, puis les réseaux de confiance. Et cela peut se faire avec la preuve sociale. Donc, si tout le monde fait confiance à quelque chose, il peut y avoir un signal fort que cela pourrait être quelque chose d'utile, par exemple. C'est pourquoi il est si important non seulement pour en soi de décentraliser en quelque sorte les applications sociales et les réseaux que nous utilisons au quotidien, mais aussi comment ils peuvent aider, vous savez, les cas d'utilisation financière. Et je pense vraiment que la DeFi est la meilleure chose qui soit pour l'inclusion financière parce que cela crée un environnement sans frontières pour la formation et la distribution du capital. Et l'aspect social là-dedans, c'est génial parce que cela établit aussi la réputation de différentes participants à travers le monde. Nous n'avons toujours pas, nous avions eu le numérique, créons, disons, des systèmes de crédit ou des scores de crédit et la finance numérique pour, malgré des décennies, nous n'avons toujours pas de système de notation de crédit sans frontières. Lorsque vous déménagez dans un autre pays, vous repartez de zéro, ce qui montre les points douloureux actuels. Oui, et c'est l'une de mes obsessions, c'est que nous pouvons réellement apporter cela à différentes personnes parce que, par exemple, j'ai travaillé sur différents continents et le fossé est assez, oui, je dirais que c'est vraiment très déroutant pour différentes personnes et cela crée également une fragmentation des systèmes qui n'aident pas suffisamment les organisations à se développer. Et aussi beaucoup de cette fragmentation crée simplement un grand manque de transparence, beaucoup de problèmes.
Mais bon, pour revenir à ce que tu as évoqué sur l'intelligence artificielle au début, tu fais partie des entreprises les plus avancées dans ce domaine. Alors, comment vois-tu toutes ces différentes choses? Parce qu'en ce moment, la blockchain devient plus mature, mais ce n'est pas encore. Je dirais que si tu regardes l'intelligence artificielle, j'ai réussi à obtenir beaucoup plus d'outils qui sont devenus bien meilleurs, avec une meilleure interface utilisateur pour un public mondial. Et on parle déjà de milliers de milliards de dollars de chiffre d'affaires alors que la blockchain est encore dans un entre-deux entre le grand public et le non grand public, avec beaucoup de parties fragmentées. Donc, en tant que l'un des leaders de l'industrie, comment vois-tu actuellement le lien entre l'intelligence artificielle et la blockchain, et en particulier la finance décentralisée? Oui, alors je pense que l'essentiel est en quelque sorte de établir une compréhension solide de ce qu'est la DeFi et pourquoi c'est sécurisé, puis avec le temps, cela crée davantage de confiance et d'attrait, et la DeFi deviendra l'endroit où nous aurons les meilleures opportunités financières et celles-ci seront accessibles à tous. Donc, cela offrira la meilleure compétitivité. Les offres et le développement se feront ainsi. Les real-world assets ajouteront de la valeur à la DeFi et aux stablecoins, permettent d'accéder à la DeFi, de consommer le capital, de profiter des opportunités de rendement. Et je pense que l'expérience utilisateur doit être la plus fluide possible pour le grand public. L'éducation joue un rôle très important. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur l'éducation. C'est un aspect qui nécessite beaucoup d'attention, mais nous ne devrions pas nous attendre à ce que les utilisateurs créent un portefeuille, écrivent des mots de récupération et ne sachent pas quoi faire. Nous devons rendre cela extrêmement facile pour les utilisateurs. Oui, pour moi, c'est vraiment l'élément clé, la facilité d'utilisation, l'interface utilisateur, tout cela appliqué à un produit simple. Cela m'amène à ma dernière question. En tant que personne ayant de l'expérience et ayant construit dans la DeFi et tous ces concepts, il y a encore beaucoup de barrières pour la rendre plus grande, mais vous avez déjà atteint un état que je qualifierais de grand public à bien des égards, tout en continuant de croître et d'évoluer. Donc, à partir de l'état actuel de l'innovation, et vous faites déjà beaucoup de choses, nous en avons évoqué certaines comme Go, etc. Quel rôle voyez-vous pour la DeFi dans la création d'un pont entre les systèmes centralisés et décentralisés, en particulier entre les institutions financières traditionnelles et les gouvernements, ainsi que, je dirais, l'écosystème parallèle en pleine croissance rapide? Je dirais, l'écosystème technologique qui devient un système parallèle à l'écosystème mondial. Je ne sais pas si vous comprenez la question, mais elle est assez complexe. Non, je pense que DeFi sera l'épine dorsale de toute la finance et qu'il touchera à différents types d'opportunités. Aujourd'hui, beaucoup de DeFi concernent les cryptoactifs, mais je pense que dans quelques années, pour ça, les stablecoins dépasseront les actifs natifs de la crypto comme Ethereum et Bitcoin en termes de capitalisation, puis les actifs du monde réel dépasseront ces deux segments. Nous verrons aussi des choses comme l'infrastructure être tokenisée et ensuite utilisée comme garantie dans AAV pour étendre le crédit et financer davantage ce type d'opportunités, en particulier l'énergie verte, dont je suis un grand partisan. Donc, à un moment donné, d'ici 5 à 10 ans, la DeFi affectera chaque personne, la vie sur la planète. Je suis tout à fait pour ça. L'une des choses que je veux aborder, juste une remarque, je veux y revenir. En ce moment, donc, dans beaucoup de systèmes de DeFi, le défi a aussi été de détecter les anomalies, de signaler les activités suspectes et aussi d'aider le parcours utilisateur. Donc, il y a en ce moment beaucoup d'introductions d'agents intelligence artificielle qui peuvent remodeler l'infrastructure DeFi et aussi soutenir le parcours utilisateur en termes de la façon dont on apporte cela. Travaillez-vous donc à intégrer certains de ces éléments dans la gestion des risques et les protocoles de sécurité? Et je sais que vous êtes très concentré sur l'amélioration de la gouvernance. Oui, non, je dirais que tracer les transactions et les mauvais acteurs est très facile à ce stade, car chaque transaction sur la blockchain est traçable. Il y a cette idée reçue courante selon laquelle beaucoup de Bitcoin sert au blanchiment d'argent,
Mais en réalité, ce n'est même pas 1%. C'est une fraction. C'est comme 0,15, 0,15% ou quelque chose comme ça. Et il s'agit d'activités illicites. Donc ça, c'est dépassé. Et tu sais, on a des fonds négociés en bourse Bitcoin. Tu sais, on a les plus grands gestionnaires de fonds qui achètent du Bitcoin, de l'Ethereum et ainsi de suite. Donc, cette partie-là n'est vraiment plus un problème, en fait. Je pense que beaucoup de choses sont liées à l'expérience utilisateur et à la sécurisation du portefeuille. C'est ça le défi. Et puis, il y a aussi l'ingénierie sociale. Je pense que l'ingénierie sociale est un défi non seulement pour, disons, la finance décentralisée, mais aussi pour le secteur financier traditionnel. On peut créer le système le plus sécurisé au monde, mais si on arrive à manipuler quelqu'un mentalement et à lui faire faire quelque chose de nuisible, c'est la partie la plus difficile à gérer. Pour naviguer et pour les agents d'intelligence artificielle, je pense que la blockchain est le meilleur support. L'intelligence artificielle, surtout pour les transactions financières et aussi pour les transactions sociales liées à l'identité, par exemple pour les réseaux sociaux, parce que vous savez, avec l'intelligence artificielle, la blockchain fournit essentiellement des rails financiers, que ce soit pour l'allocation de capital, la gestion des risques ou un autre type de d'évaluation des données. Donc, je crois beaucoup aux agents d'intelligence artificielle dans la DeFi et à travers différents cas d'utilisation de la blockchain. Fantastique. Et je pense que cela aidera beaucoup à l'innovation en la rendant majeure, surtout si vous faites en sorte que les intelligences artificielles deviennent également un concierge pour une grande partie du parcours utilisateur que le web limite parfois. Donc, vous êtes l'un des investisseurs et mentors les plus actifs dans le domaine de la DeFi et de la blockchain financière. Pouvez-vous partager quelques idées sur la façon dont nous évaluons les projets, mais aussi sur la manière dont nous soutenons les équipes, ainsi que sur certains cas que vous pensez provenir de votre écosystème ou d'autres écosystèmes auxquels nous devrions prêter attention, ainsi que sur d'autres écosystèmes en forte croissance? Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Ava construit la version 4 qui permet de créer ses propres types de configuration d'emprunt et d'innovation. Donc, voir des équipes travailler réellement à utiliser Ava comme source de liquidité et à emprunter pour différents types de cas d'usage. C'est vraiment intéressant. Nous avons vu des prêts sous-collatéralisés et des systèmes de crédit en développement. Ce sont des choses vraiment intéressantes et aussi de meilleures façons d'interagir avec la finance décentralisée, une meilleure gestion des risques. Donc, ces choses sont vraiment passionnantes pour moi en tant que personne impliquée dans la DeFi, mais aussi en tant qu'investisseur qui s'intéresse à ces différents types de produits. Et est-ce qu'il y a une startup que tu voudrais mettre en avant ou un projet qui complète ton écosystème? Eh bien, pour être plus précis, je pense une chose à propos de l'écosystème, c'est que beaucoup de ces projets qui sont construits sur Aave peuvent apparaître n'importe où parce que c'est un environnement très ouvert et sans permission. Donc, pas un en particulier, mais j'aime bien ça. Et j'aime les idées où il ne s'agit pas seulement d'intégrer des agrégateurs de rendement partout, mais aussi de trouver des moyens d'utiliser le côté emprunt, parce que il y a beaucoup de liquidité de ce côté-là. Donc, ces types de cas d'utilisation sont très intéressants, ainsi que les projets Real World Assets qui utilisent Aave. C'est aussi ce qui m'intéresse. Je sais que tu dois y aller. J'ai donc une question concernant ta vision à long terme pour l'avenir de la finance décentralisée. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que cela va devenir bien plus important et c'est même ironique que selon les prévisions de Mastercard, cela atteindrait 11 000 milliards de dollars. Je pense que l'ensemble de l'économie adoptera ces systèmes, mais c'est un long cheminement. Alors, comment vois-tu cette vision à court et à long terme? Et le long terme commence maintenant. Tu fais déjà cela, mais j'aimerais voir comment tu accélères ce processus. Oui, je pense que les RWA à court terme sont un aspect où tu vas voir beaucoup de croissance, simplement plus d'actifs traditionnels qui arrivent sur la blockchain. Et à long terme, on verra des actifs qui, en quelque sorte, ne pouvaient pas forcément être financés parce que certains
problèmes dans la finance traditionnelle, empêcher leur financement, mais qui pourront être tokenisés, utilisés comme collatéral dans AAV. C'est vraiment intéressant sur le long terme. Donc, je pense vraiment que la DeFi pèsera des milliers de milliards à l'avenir. Et vous savez, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on y arrive. D'accord. Donc, dernière chose, ben, je pense que c'est un peu synthétique, ou alors donne-moi une dernière question. Tu as parlé d'éducation. Pour les personnes qui nous écoutent, j'ai un mélange de professionnels, de personnes techniques, mais aussi beaucoup de jeunes et surtout beaucoup d'étudiants à l'université. Donc, pour les personnes qui essaient de s'engager et d'entrer dans l'écosystème et aussi éventuellement de profiter de tes formidables opportunités de carrière, mais aussi d'apprendre, comme tu l'as dit, en matière de trading, d'investissement et dans différents domaines. Quels conseils leur donnerais-tu à la fois pour utiliser la plateforme, mais aussi pour apprendre à en vivre? Je pense que lire beaucoup de documentation est la meilleure façon de s'y prendre. Donc, chez EF, nous avons une documentation vraiment complète sur docsav.com. C'est vraiment un très bon point de départ. Je recommande aussi de lire le livre jaune d'Ethereum. Cela donne une bonne perspective. Aussi, et simplement avoir une bonne curiosité et apprendre beaucoup. Il y a beaucoup d'informations à assimiler, mais cet univers a besoin de nouvelles énergies et de nouveaux innovateurs. Donc, c'est vraiment accueillant. D'accord. Merci beaucoup. Je sais que tu dois partir, donc c'est un honneur de vous avoir ici. Il y a d'autres questions, mais je vais les reporter. Et ensuite envoyer un suivi, mais nous allons mettre toutes les notes autour de ta communauté, des soirées incroyables. Il y a plein d'avantages liés à la puissance pour ceux qui nous écoutent. Le système Dave, il y a beaucoup d'opportunités de staking. Il y a aussi beaucoup d'éducation ainsi que des ressources que vous fournissez, mais beaucoup de ces choses-là. Et c'est à propos de la façon dont vous allez de l'avant. Et comme vous l'avez dit, lire les documents et avancer. Avec l'intégration de cela, et comme j'aimerais que les gens nous écoutent pendant que nous sommes ici, l'une des choses que j'ai remarquées chez moi en tant qu'enseignant dans des écoles de commerce, et j'ai enseigné à Copenhague et en Inde, j'ai fait beaucoup de conférences invitées. Beaucoup d'étudiants, si vous avez des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ils comprennent certains d'entre eux. Si vous avez des étudiants en sciences humaines, ils ne comprennent pas. Donc, j'essaye de m'assurer que cela touche beaucoup de monde, mais surtout dans ce que vous faites. Je dirais que AB est l'un des sujets les plus fascinants. Les écosystèmes financiers mondiaux doivent être davantage mis en avant. Merci et félicitations pour ce travail incroyable qui fait avancer cette communauté mondiale et l'innovation. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité ici. J'espère revenir très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.